Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais ici tenter d'exposer mon point de vue sur diverses dynamiques en jeu qui conditionneront mon et ton avenir. Je parlerai ici plus particulièrement de celles en lien avec les matières premières et le réchauffement climatique. Alors le réchauffement climatique, on entend parler vraiment partout, dans les médias mainstream, à l'école, dans la bouche des politiciens, c'est devenu le mot à la mode et tout le monde l'emploie. Mais il semble que trouver des décisions politiques et des idées concrètes qui marchent soit plus difficile. Et pour cause, car réduire le réchauffement climatique reviendrait à réduire les émissions de CO2. Or, réduire les émissions de CO2 veut dire utiliser moins du principal émetteur de CO2, c'est-à-dire les matières carbonées, telles que le fioul ou encore le gaz et le charbon. Mais peut-on se passer de ces énergies fossiles? La réponse, je laisse Jean-Marc Jancovici l'expliquer. En fait, la bonne réponse en ce qui concerne l'énergie, vous allez voir à partir de maintenant, c'est que l'énergie, c'est ce qui nous a permis d'être Superman pour de vrai. Vous savez, Superman ou Superwoman, peu importe, il vole. Nous volons, on a des avions. Il a une force musculaire absolument monstrueuse, il peut arrêter ce qu'il veut. Eh bien, l'énergie, c'est ce qui vous permet de construire des machines qui arrêtent ce que vous voulez. Il suffit que la machine soit suffisamment grosse. Le Superman, il a la possibilité de voir très loin. Eh bien, grâce à l'énergie, on fait des engins, on fait des prothèses oculaires qui nous permettent de voir très très loin. Ça s'appelle des satellites ou des télescopes, etc. Donc en fait, l'énergie, c'est ce qui nous a permis d'être Superman pour de vrai. C'est ça que je vais vous expliquer à partir de maintenant. Et c'est bien pour ça que la drogue est si douce et que c'est si difficile de s'en passer. Effectivement, sans l'apport des énergies fossiles et notamment du pétrole, qui a permis de démultiplier notre capacité de production, mettant au passage fin à l'esclavage par la non-nécessité d'employer des gens de force, car utiliser une machine était bien moins contraignant que de s'amuser à trimballer des humains à travers l'Atlantique, de les maintenir en vie et de les empêcher de s'enfuir pour récolter du coton. Voilà, l'énergie, c'est ce qui nous a permis d'avoir cette croissance phénoménale du PIB que l'on a pu observer dans tous les pays occidentaux. Et donc ainsi, on comprend mieux que réduire notre utilisation des matières fossiles revient à réduire notre PIB, ce qui entraînera de manière simultanée la baisse du pouvoir d'achat de tous les habitants des pays occidentaux. Or, est-on prêt à avoir moins d'argent à la fin du mois, de pouvoir acheter moins de t-shirts, moins de gadgets électroniques? Je n'en suis pas sûr. De plus, nous avons pu observer qu'avec une montée du prix du gasoil de quelques centimes, cela s'avérait devenir insoutenable pour une grande partie de la population, avec les gilets jaunes. Qu'en serait-il donc si la baisse du PIB et donc du pouvoir d'achat était cette fois-ci de l'ordre de 10, 20, 30, 40, 50%? Cela s'avérait devenir totalement insoutenable et créerait, à mon avis, des grandes tensions et peut-être même des guerres civiles. Pour terminer cette partie sur l'utilisation des matières fossiles, et pour la conclure, je ne pense pas que de manière consentie, les citoyens du monde occidental décideront de voir de manière consentie leur pouvoir d'achat diminuer. Il me semble donc évident que parmi les estimations faites par les différents climatologues sur les scénarios possibles quant à l'évolution de la température, nous irons forcément dans le scénario le pire, c'est-à-dire celui où nous utiliserons jusqu'à la dernière goutte de pétrole et la dernière tonne de charbon. Pour une raison simple, c'est que la concurrence entre les pays fera qu'aucun pays dans le monde ne décidera sciemment de baisser son PIB et donc son potentiel économique au profit d'un pays voisin qui lui continuerait à utiliser les matières charbonnées et qui gagnerait ainsi un avantage stratégique. De plus, comme les régimes occidentaux sont tous démocratiques, il est évident qu'aucun élu et responsable politique ne s'amusera à prédire et à promettre une baisse du pouvoir d'achat. Rappelons que les promesses des politiques n'engagent que ceux qui y croient. Y a-t-il donc des solutions pour éviter la décroissance? Certaines hypothèses sont avancées, et je vais montrer ici que toutes ne résolvent en aucun cas le problème. Tout d'abord, l'option la plus populaire, notamment chez les politiques et les ONG, c'est-à-dire les énergies renouvelables. Ces dernières sont très financées par l'argent public et promues à tous les niveaux comme étant la panacée contre le réchauffement climatique.
Mais dans les faits, s'il fallait remplacer l'ensemble des postes de consommation d'énergie carbonée par de l'électricité, qui plus est renouvelable, le prix du kilowatt exploserait et ne pourrait pas suivre la demande mondiale en électricité. Notons que les prix actuels du kilowatt provenant d'énergie renouvelable est obtenu grâce à des éoliennes et des panneaux solaires produits en Chine grâce à du charbon et du pétrole. Si demain il fallait produire des panneaux solaires grâce à l'énergie des panneaux solaires, le coût exploserait. Qu'en est-il de l'énergie de fission, appelée communément nucléaire, qui est obtenue par la séparation de noyaux d'uranium? Eh bien encore là, comme l'énergie renouvelable, les questions de demande en électricité restent les mêmes. Même si le nucléaire a une capacité à produire de manière plus stable et à moindre coût de l'électricité, comment pouvoir alimenter l'ensemble des postes tels que les bateaux, les avions, les voitures, les machines industrielles en électricité? La demande deviendrait exorbitante. Deuxième point, l'énergie nucléaire est obtenue grâce au minerai d'uranium, ce dernier qui est extrait en Afrique. Or, les mines ne sont pas infinies, et s'il fallait demain remplacer l'ensemble des demandes en énergie par de l'énergie nucléaire, les mines en uranium se trouveraient appauvries en quelques décennies. Le nucléaire reste le meilleur amortisseur pour la décroissance, mais ne pourra certainement pas l'empêcher. Troisième hypothèse, l'énergie hydrogène. En effet, cette technique de production d'énergie a gagné un intérêt croissant au fil des années, avec des voitures capables d'utiliser l'hydrogène. Néanmoins, le même problème reste encore là. Comment produire l'hydrogène? Le seul moyen est d'utiliser de l'électricité. Cela reviendra aussi à surcharger les demandes en électricité. De plus, la production d'hydrogène possède un rendement extrêmement faible, ce qui veut dire qu'utiliser de l'hydrogène à la place de l'électricité revient à augmenter encore plus les demandes en électricité. Dernier point sur l'hydrogène, il s'agit d'un gaz très instable et inflammable, et lors de son transport, à grande échelle, notamment par des tuyaux, une simple imperfection dans ce dernier peut être la source d'une explosion, ce qui rend ce gaz très difficilement utilisable de manière domestique. Quatrième et dernière possibilité, l'énergie de fusion nucléaire. Il s'agit d'une technologie novatrice encore en développement. Concernant ce point-là, je vous remets un clip de Jean-Marc Jancovici sur ce sujet. Alors la fusion, c'est une énergie qu'on connaît très bien, parce que c'est avec ça que le Soleil fonctionne, et c'est comme ça que la première génération d'étoiles a, par alchimie, fait tous les éléments du tableau de Mendeleïev. Ils ont tous été faits à partir de noyaux d'hydrogène, c'est-à-dire de protons dans les premières générations d'étoiles. Alors dans une étoile, ça marche très bien. Malheureusement, pour reproduire ces conditions-là sur Terre, c'est compliqué, parce que le plasma dans une étoile, la matière est dans un état particulier dans une étoile où les électrons et les noyaux ne sont plus associés, ils se baladent chacun de leur côté, et ça s'appelle un plasma. Et pour avoir un plasma, vous devez porter la matière à quelques millions de degrés. Eh bien, vous ne savez pas mettre ça dans une boîte à chaussures simple. Donc ça veut dire que vous devez faire du confinement magnétique, enfin bon bref, c'est un truc très compliqué. Et pour chauffer votre plasma à quelques millions de degrés, vous devez utiliser de l'énergie. Vous devez commencer par chauffer. Et donc le grand défi de la fusion, c'est d'arriver à récupérer avec la fusion plus d'énergie que vous n'en avez utilisé pour chauffer le plasma. Alors dans les tokamaks, c'est-à-dire les usines, les trucs qu'on utilise aujourd'hui, on sait faire des réactions de fusion qui durent moins longtemps qu'il n'en faut pour récupérer l'énergie de chauffe du plasma. Dans ITER, le défi, c'est de faire plus longtemps qu'il n'en faut pour récupérer l'énergie de chauffe du plasma, mais quand même pas des heures et des heures. Or, une centrale électrique, aujourd'hui, elle doit être capable de fonctionner 5000 heures sans s'arrêter. Vous dites pas, je vais faire un pitch de 2 minutes, pendant lequel les gens vont avoir de l'électricité, je m'arrête 3 heures pour refaire les conditions de l'expérience, puis je refais un pitch de 2 minutes, etc. Donc ITER, qui va faire juste un peu plus, va avoir son premier plasma en 2025. Après, il faut le faire fonctionner 10 ans pour avoir un retour d'expérience, 2035. Ensuite, il faut se gratter la tête pendant 5 ans pour savoir ce qu'on fait derrière, 2040. Ensuite, on met en construction la génération d'après, qui sera peut-être capable de fonctionner quelques milliers d'heures. C'est terminé en 2055 ou 2060, puis on le fait fonctionner 10 ans, 2070. Donc avec un peu de chance, en 2085, où vous serez mort, eh bien, n'en déplaise à Laurent Alexandre, vous serez mort, eh bien, nous aurons peut-être la tête de série de quelque chose qui pourrait nous aider à régler un problème. C'est la règle de 3 que j'ai passée dans ma démonstration, qu'il faut avoir réglé dans les 35 ans qui viennent. C'est-à-dire que pour tenir les 2 degrés de l'accord de Paris, il faut que les émissions planétaires
arrive à zéro d'ici 2060. Zéro. Pas la moitié, zéro. Plus 1 gramme de CO2 émis dans l'atmosphère. Plus une bagnole à essence, plus une fabrication de batteries, soit dit en passant, parce que c'est de la métallurgie qui émet du CO2, plus rien. Zéro. Pour conclure, il semble impossible d'imaginer un scénario dans lequel l'utilisation de ressources fossiles en quantité finie ne conduise pas, dans les prochaines décennies, à, d'une part, le pire scénario climatique, et d'autre part, à une décroissance économique forcée par la disparition progressive de la cocaïne à PIB, les énergies fossiles. Qu'en est-il donc des solutions concrètes nous permettant de nous préparer au mieux face à ces changements planétaires sans précédent? Premièrement, il est intéressant de penser à investir dans les zones géographiques qui vont bénéficier du réchauffement climatique. Dans ces zones-là, je compte par exemple la Sibérie en Russie, le Canada ou encore l'Alaska. Ces zones géographiques, actuellement glaciales, vont profiter du réchauffement et devenir les nouveaux berceaux agricoles de l'humanité. Au contrario, les zones comme le pourtour méditerranéen vont devenir des véritables déserts. Il est aussi intéressant de réfléchir vis-à-vis de la montée des eaux et d'éviter d'investir dans des propriétés proches de la mer. Concernant la disparition progressive du pétrole, mais aussi de toutes les matières premières, il est aussi intéressant d'investir dans des entreprises qui vont bénéficier d'une économie décarbonée. Autant dire que toutes les entreprises utilisant des batteries ou de l'électricité, et même du renouvelable, qui va sans aucun doute devenir le petit chouchou des politiques dans les prochaines décennies grâce à la propagande du gouvernement et des ONG, il est aussi intéressant de réfléchir à investir dans toutes les matières premières telles que l'argent, l'or, le nickel, le cobalt, le lithium, qui vont se raréfier au fur et à mesure des décennies. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je ne suis pas rentré dans le détail car j'ai essayé d'être assez exhaustif et de regrouper tous les points de vue sur ce sujet. Si vous avez des précisions à apporter dans les commentaires, elles seront les bienvenues. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou bonne fin de soirée.